Une histoire familiale, une histoire familière. Notre histoire commence en plein centre de Bucarest, dans les quartiers les plus défavorisés. Une jeune fille en fleurs, nommée Blanche-Neige, référence à son teint pâle, issu d'un degré élevé de sous-nutrition, crie à l'amour pour qui voudra l'entendre du haut de son balcon du 27e étage, accompagnée par un chœur de pigeons unijambistes. Non loin de là, au 3e étage, un jeune immigré iranien reconnaît en cette voix puissante un souffle significatif de bonne santé. Il est en effet rare de rencontrer en ce quartier des êtres en si bonne forme, malgré les éventuelles complications liées à l'anorexie. Aussi, se promet-il d'aller incessamment sous peu à la rencontre de cette jeune oiselle, afin d'examiner de plus près sa belle constitution, non point sans idée derrière la tête. Au moment même où notre immigré si curieux se laisse aller à cette pensée indiscrète, notre jeune donzelle, quant à elle, se voit interrompre sa douce mélodie par sa cruelle marâtre, cette dernière ne supportant point la vigueur du souffle de sa belle-fille, rongée ainsi d'une incommensurable jalousie. En effet, il se trouve que la marâtre écope pour sa part, et depuis bientôt 5 ans, d'un douloureux souffle au cœur, dont les chants vigoureux de sa belle-fille ne font qu'amèrement lui rappeler. C'est pourquoi, dans le plus grand des secrets, la méchante belle-mère planifie depuis 3 mois une opération chirurgicale sur elle-même et sur sa belle-fille, afin de pouvoir bénéficier d'un nouveau cœur en bonne santé. Aussi, elle missionna à son cousin Germain de procéder à l'opération et de faire en sorte que la donneuse soit coopérative sous des ordres ainsi commandés. « Hé, Germain !»« Oui, parce qu'il s'appelle bel et bien Germain. »« L'autre nuit, tu vas nous choper l'autre grelouche, là, et lui prendra le cœur loup. »« Oui, parce qu'avant d'habiter en Roumanie, il se trouve que notre antagoniste était né et avait vécu son enfance à Roubaix. » Ce à quoi son cousin répondit. « À jouer ? À le cœur que tu voudrais bien avoir dans le porrette ce soir ?» Je me vois ici, en tant que narratrice, dans l'obligation de définir un vocabulaire ch'ti que certains lecteurs pourraient ne pas assimiler de façon automatique. En effet, il se trouve que Germain avait lui aussi vécu son enfance à Roubaix, dans la même maison que notre marâtre, chez leur grand-mère Gisèle. Ils ont toutefois décidé d'emménager en Roumanie afin de chasser leur peine, après avoir conçu leur premier enfantron, qui ne survécut pas au-delà de ses 10 ans. Comme je le disais donc, ici, porrette signifie ventre grassouillé. Je remercie d'avance nos chers lecteurs pour l'effort qu'ils feront de retenir le vocabulaire ch'ti tout au long de l'histoire. Reprenons donc notre affaire. La marâtre répondit à cette question rhétorique. « Ben ouais, crois quoi, là ?» Ce à quoi Germain retourna. Contrairement à ce que certains lecteurs pourraient croire, il ne s'agit point ici d'un terme ch'ti, mais simplement d'une onomatopée signifiant plus ou moins tu m'emmerdes. Merci de suivre. Suite à ce dialogue ô combien fructueux, Germain s'enquit d'aller traquer Blanche-Neige afin de lui administrer une opération chirurgicale amatrice et forcée. Blanche-Neige, plus qu'apeurée d'être poursuivie par un si dilettantiste membre de sa famille par alliance, se mit à dévaler un à un les étages de son immeuble, en prêtant ça et là les différentes issues de secours, jusqu'à parvenir à se cloîtrer dans un appartement vide du 7e étage. Germain, tout penaud de ne point parvenir à retrouver la trace de sa belle cousine, fit demi-tour au bercail,
en essayant tant bien que mal d'éviter la génitrice de sa défunte progéniture. Blanche-Neige se retrouva dans une pièce obscure, discernant ci et là quelques formes difficilement distinguables. En tout et pour tout, il y en avait 7. La fatigue lui troublait la vue, ainsi que l'injection que son cousin était parvenu à lui administrer en la poursuivant, et qui lui faisait drôlement penser à une piqûre anesthésique. Alors, lorsqu'elle aperçut ces 7 formes bizarroïdes, peut-être était-ce le fait de son état chloroformique. Toujours est-il qu'elle se plut à y reconnaître 7 petits êtres humains, 7 nains. L'anesthésiant avait beau ne plus faire effet depuis belle lurette, au cours des mois qui suivirent, Blanche-Neige passa d'un état d'apathie à une réelle psychose liée à son enfermement. Aussi ne distingua-t-elle point au fil du temps que les 7 nains n'en étaient, pour ainsi dire, pas du tout. Elle prit à cœur de s'octroyer le rôle de femme au foyer modèle, afin de remercier ses hôtes de la plus honorable des manières. Son passé de jeune fille roumaine ne fut pas un obstacle aux différentes tâches de décrassage, d'ératisation, curage et autres corvées plus insalubres les unes que les autres. Alors qu'elle s'adonnait à ces fonctions épanouissantes de femme au foyer, elle ne se doutait pas des dangers qu'elle viendrait à rencontrer sous peu. Finalement, la marâtre était parvenue à retrouver son cousin Germain, seulement quelques heures après la poursuite dans les étages. Toujours est-il qu'après lui avoir passé un sacré savon qui pouvait plus ou moins ressembler à « espèce de moucabrin !» Ici, moucabrin signifie textuellement « mouche à merde ». « Vous pouvez pas faire plus attention, hein? Tu mérites une baffe d'Angif !» D'Angif, vous l'aurez déduit, signifie là « dans ta gueule ». Et comment je vais faire moi avec mon porrette l'eau? Merci au lecteur d'avoir été assez assidu pour se souvenir de la définition du terme porrette, ventre grassouillé, sans que je n'aie à me répéter comme il a été précédemment prié. Germain, de tenter l'approche. « Et je m'excuse, cousine, est-ce qu'elle court plus vite qu'une rumeur, l'autre tuyau de l'eau ?» Ce à quoi il lui fut rétorqué. « Fermez de but, ton nez va être 42 !» Mot pour mot, ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans. « Si c'est comme ça, je vais me charger de moi-même !» Ainsi, la marâtre passa les mois qui suivirent à élaborer un plan diabolique qui lui permettrait de bénéficier de la transplantation cardiaque dont elle rêvait tant. Elle trouva alors un scénario machiavélique infaillible. Elle se déguiserait en primeur du coin, afin de gagner la confiance de Blanche-Neige, qui était toujours en quête du moindre monceau de nourriture. Merci aux lecteurs de faire les liens par eux-mêmes, afin que je n'ai pas constamment à me répéter. Mais bon, pour cette fois, je tiens à rappeler que Blanche-Neige, étant en état avancé de malnutrition, ne peut que sauter sur n'importe quelle occasion de se procurer un peu de nourriture, surtout qu'elle est en quarantaine depuis des mois et qu'en plus elle est devenue complètement maboule. Bref, notre grande méchante décide donc de se costumer en primeur afin de pousser Blanche-Neige à lui acheter l'une de ses pommes qui aura préalablement été enduite de solutions anesthésiantes quasi létales. Non entièrement mortelles, car seul le cœur de notre héroïne devait subsister selon le dessein de la marâtre, afin qu'elle puisse le lui extraire du corps et se l'auto-administrer. Notre antagoniste avait en effet décidé de réaliser les opérations elle-même, étant donné l'incompétence et la stupidité n'étant plus approuvées de son cousin Germain. Aussi avait-elle conclu que le chloroforme ne serait pas assez létal, mais puissant tout de même, pour que Blanche-Neige ne s'échappe plus une seconde fois. Pour ce qui était de trouver la cachette de sa belle-fille, elle se guiderait au son de sa voix,
empreinte d'un souffle toujours aussi robuste et alléchant. Alors que la marâtre prévoyait un si morbide complot, de son côté, le jeune Iranien du 3e étage échafaudait également un plan dans le but, souvenez-vous, d'examiner de plus près la si bonne constitution de Blanche-Neige, du moins pour une anorexique. Il s'était rendu compte, quelques semaines auparavant, qu'elle avait élu domicile au 7e étage, dans l'appartement même où ce dernier entreposait sa marchandise. Il n'avait osé la déloger, comprenant qu'il y serait plus aisé de l'approcher ainsi. En somme, un coup de pouce du destin. Il décida toutefois d'une date d'entrée en matière, afin de s'imposer à la jeune fille et d'en obtenir ce qu'il convoitait depuis si longtemps. Il s'avère que la destinée de certains est parfois empreinte d'un humour frappant, et c'est ainsi que fut celle de Blanche-Neige. La date sélectionnée par la marâtre ainsi que par le jeune Perse tomba le même jour. Pour faire plaisir au lecteur, je n'imposerai aucun jour en particulier. Libre à vous de choisir celui qui vous ferait chaud au cœur. C'est en effet de circonstance. C'est ainsi que tous deux s'enquirent de rejoindre Blanche-Neige, pas à pas, pour le premier, qui connaissait le lieu et qui ne souhaitait point brusquer la demoiselle, et à l'affût pour la seconde, traquant chaque recoin où elle pouvait le mieux entendre la voix de sa belle-fille. C'est alors que, contre toute attente, la démarche aux aguets de la marâtre lui donna l'avantage de la course, et elle arriva, toute de frusque de primeur vêtue, avant le jeune émigré, à la porte de l'appartement abandonné du 7e étage. Bon, effectivement, vous me direz certainement que la marâtre est censée avoir un souffle au cœur et que c'est ce pourquoi même elle traque sa belle-fille. Toutefois, vous m'accorderez bien le fait qu'il est toujours plus aisé de descendre les étages d'un immeuble que d'en monter. Et oui, bon, elle est également censée descendre 20 étages alors que l'Iranien n'en a que 4 à monter. Mais c'est mon histoire et pas la vôtre, hein. Bon. Revenons, je vous en prie, à nos moutons. Toc, toc, toc. Oui, qui est là? Et c'est moi le primeur loup. Sans doute était-ce à cause de la récente névrose due à un enfermement prolongé s'étant emparée de l'esprit de notre douce protagoniste que cette dernière ne vit pas dans cet accent si familier un soupçon de danger et qu'elle ouvrit la porte. Ou alors était-ce simplement parce qu'elle avait faim, une réelle faim de loup, comme celle que peuvent avoir les petits Somaliens? Ou alors c'était tout simplement parce qu'elle était complètement con. Toujours est-il qu'elle ouvrit la porte et ne vit point sous ce déguisement si peu aiguisé la terrible affaire qui se tramait contre elle. Aussi, sans qu'elle n'eût le temps de s'en rendre compte, je vous l'ai dit, hein, son psyché n'est pas des plus aiguisés et elle est assez longue à la détente en plus. Elle croqua dans la pomme anesthésiante et plongea ainsi dans un profond sommeil. C'est alors que le jeune conquérant du 3e fit son apparition au pas de la porte. En voyant la marâtre agenouillée au-dessus du buste de la jouvencelle, un couteau à la main, il bondit sur elle, lui extirpa in extremis le couteau qu'elle tenait serré entre ses mains et le lui planta vigoureusement dans le cœur. La marâtre poussa son dernier souffle dans un « espèce de boubourse !» Mon statut de narratrice se plaira ici à se mettre en retrait afin de vous laisser la joie de traduire de par vous-même. Blanche-Neige, qui venait de croquer la pomme, demeurait encore dans un état semi-conscient et put ainsi assister à toute la glorieuse scène. Aussi, pour remercier son sauveur si vaillant qui, elle en était persuadée et soulagée d'avance, veillerait sur elle jusqu'à son réveil, elle mit délicatement ses lèvres
dans une position de proéminence afin qu'il puisse y déposer un romantique baiser d'amour, comme elle l'avait toujours rêvé et chanté. Elle eut seulement le temps, dans un dernier effort, et avant de succomber au sommeil, de voir le jeune Iranien saisir d'une forte poigne le couteau et le lui enfoncer dans l'abdomen. Lorsque son regard s'assombrit plus encore, elle put apercevoir 7 reins enduits de litres de formol dans d'imposants bocaux. Sa marchandise. Voici comment finit l'histoire de Blanche-Neige et les 7 reins.